Bienvenue sur la chaîne podcast Terra Cultura, où nature et culture se rencontrent. Chaque épisode est une exploration de notre monde, révélant le lien entre l'environnement naturel et les créations humaines. Bien, bonjour Frédéric, merci de nous recevoir chez toi. Bonjour Damien, bonjour Florian. Alors voilà, c'est l'inverse, mais c'est l'inverse, on va y comme on disait arriver. tout à l'heure, on a l'habitude, c'est ok. Donc tu nous reçois chez toi et on va pouvoir discuter de ton métier de photographe aérien. On va te laisser la parole pour que tu puisses nous dire qui tu es et exactement ce que tu fais. Qui je suis? Ça c'est une grande question, je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre. Je suis un bonhomme qui a maintenant 65 balais, donc 42 ans de photo. J'ai commencé à faire de la photo en Chine, j'avais 16 ans. Ah oui. Voilà, j'ai rencontré un reporter photographe italien qui m'a complètement passionné pour la photo. Donc mais j'ai commencé par de la photo de rue et je me voyais journaliste ou photojournaliste à l'époque. Donc j'ai entamé une filière pour faire l'école de journalisme de Lille, où il fallait faire une licence en lettres, etc. J'ai vite abandonné et j'ai passé un concours d'entrée à la fac de sciences de Marseille où il y avait une section photo qui s'était ouverte. Donc j'ai fait une maîtrise en sciences photo. Voilà. Ça donne rien du tout, ça ne sert à rien, mais bon voilà, je l'ai fait. Et de là, quand même avoir des bases. Et de là, je suis parti travailler au Cameroun où j'ai repris pour le compte d'un éditeur monégasque un gros labo photo et partie professionnelle. Avec 27 employés, c'est quand même une boîte relativement importante. Ouais. Voilà. Donc j'y suis resté 6 ans dans cette boîte et ensuite je me suis mis à mon compte où là j'ai fait vraiment que de l'aérien et de la photo industrielle. Donc d'abord photographe et ensuite photographe aérien. Voilà. D'accord. Voilà. Alors comment parce que j'ai du mal à coordonner les choses. Peut-être que je pars trop dans les détails. Non, c'est très bien. Non, merci. Ouais. Et alors, comment tu es devenu photographe aérien et ça consiste en quoi? Tout de suite au Cameroun, parce que on avait un aéroclub sympa, on avait des petits avions à disposition et le vieux monsieur que je remplaçais avait déjà des accointances. Donc tout de suite, j'ai pu monter dans des avions, commencer à faire. Toi, tu montais dans l'avion, il y avait un pilote, et toi, tu prenais les photos. Voilà, je prenais les photos, suite à quoi ça s'est un peu dégradé parce que les choses sont devenues beaucoup plus compliquées au niveau administratif au Cameroun. Il fallait des autorisations de fou pour pouvoir faire de la photo aérienne. Donc j'ai trouvé le biais, je suis passé par l'armée de l'air. Je suis allé voir l'armée de l'air camerounaise et je louais leurs hélicoptères. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'avaient pas d'argent pour mettre du carburant dedans. Donc moi, j'achetais le carburant et eux, ils me fournissaient les hélicos avec les pilotes. Voilà, donc j'ai fait comme ça à peu près 400 heures de vol en hélico à pas cher. Et voilà, là, c'était vraiment la passion pour la photo aérienne. Puis le Cameroun, c'est quand même un pays difficile au niveau météo pour la photo aérienne parce qu'il y a énormément de brume sèche et il fait une chaleur pas possible, une humidité terrible. Donc c'est pas facile, mais quand les journées sont belles, il faut foncer, il faut en faire un max. Je pense que les gens ne le savent pas trop, mais oui, il y a des conditions météo qui sont importantes. C'est très compliqué. Alors, la chaleur, c'est pas forcément, comme on disait tout à l'heure, la chaleur, c'est pas bénéfique. À aucun point de vue. La pluie, forcément, et le vent, c'est la terreur des pilotes, non? Oui, on passe. Le petit matin, peut-être. C'est la terreur du photographe. Après, les bons pilotes, ils passent dans ce genre de choses. Mais moi, je ne suis pas un bon pilote, j'ai pas cette prétention. Alors voilà, est-ce que tu es aussi pilote? Est-ce que tu es un bon pilote? Est-ce que tu pars seul pour... C'est fini, j'ai fait longtemps. Je suis rentré ici, quand je suis rentré du Cameroun, que j'ai vu le prix de location des hélicos ou même des avions. Ça coûte combien ici? Un hélico, une Alouette 2, c'est au moins 1 500 € de l'heure. Minimum. Bon, il n'y a aucun client. Moi, j'avais aucun client qui payait ça. Donc, j'ai passé un petit brevet d'ULM parapente à moteur. D'accord. Une machine qui venait de sortir à l'époque quasiment. Je crois que j'étais un des premiers en France à faire de la photo aérienne en parapente à moteur. Donc là, tu étais tout seul? Ici, j'étais tout seul. Donc c'est tout seul sur ton ULM, sur ton parapente, et puis tu avais ton appareil photo avec toi. Ouais, tu lâches les commandes, ça vole tout seul, ça vole à 50 km/h. 50 km/h, quand tu es à 150 mètres d'altitude, tu es quasiment stationnaire. C'est génial pour voler. Tu as encore ton matériel? Je viens de le vendre. Ah, ok. Donc là, il ne faut pas le dire à l'aviation civile. D'accord. Je fais comme s'il était toujours là. On ne va pas leur partager le non, podcast. J'ai usé plusieurs paramoteurs. J'ai fait presque 2000 heures de vol quand même. Ah oui. En 25 ans, on va dire. Donc oui, je suis à la fois pilote ULM. J'ai commencé l'avion, je n'ai jamais fini, parce que en fait, ça n'a aucun intérêt.
En avion, il est interdit de piloter et de faire des photos en même temps, ce qui est logique. Voilà, vu les vitesses de vol, tu ne peux pas gérer à la fois la stabilité de l'avion et tout ce qui se passe à l'extérieur et faire des photos. Il y en a qui le font, mais c'est formellement interdit. Est-ce que toi, tu prends autant de plaisir à faire de la photo ou peut-être plus de plaisir à, entre guillemets, t'envoyer en l'air? Quand j'étais tout seul en vol, le plaisir, c'était de faire de la photo. Et le but, c'était de faire de la photo. Oui. Le Très paramoteur professionnel. le paramoteur était un vecteur, un moyen d'y arriver. Mais oui, il y a un plaisir, mais le vrai plaisir, c'était de me dire, oh là là, aujourd'hui, je vais rentrer avec des images extraordinaires. Oui. Et ce qui est bien avec cet engin, c'est que tu le mets dans le coffre de la voiture. C'est pour ça que j'ai une grosse bagnole, j'ai un break, parce que je mettais un paramoteur, ça se démonte, tu le mets dans le coffre de la voiture, ça prend 5 minutes, tu arrives sur site, tu le montes, un quart d'heure après, tu es en vol. Donc c'est extra, quoi. C'est aussi bien qu'un drone, à la limite, pour ça. Sauf que là, on n'a pas les limitations du drone. Là, on peut voler aussi haut qu'on veut, aussi loin qu'on veut. Avec en plus des dérogations que j'avais obtenues, de pouvoir survoler les agglomérations, de pouvoir voler à très basse altitude. C'est une licence particulière ou c'est des choses que tu dois demander en mairie, en préfecture? Non, c'est des strates en fait. Tu passes un brevet de pilote ULM et ensuite ça te donne l'autorisation. Tu déposes un manuel d'activité particulière. Ça existe pour le drone aussi d'ailleurs. Et à l'époque, c'était très très compliqué. C'était un document de 80 pages où tu expliquais tout un tas de choses qui servent à rien. Donc tu as ton contrat, le client te demande quelque chose. Ah, mais là, que tu déposes. Non, là c'est fini, là tu es libre. Ça y est, c'est fait. Pour moi, pour cette période-là, il y avait juste si tu dois survoler une ville où il faut prévenir la préfecture. Oui, bien sûr. Voilà, c'est tout. Mais là, avant ça, il faut avoir déposé le manuel d'activité particulière, il faut avoir demandé une autorisation de prise de vue aérienne à l'année qui se renouvelle chaque année. C'est fini, ça aussi, ça a été arrêté là en 2023, il n'y a plus besoin de ce genre de choses. Donc ça a été jusque-là, chaque année, plus facilitant quand même. Oui, tout à fait. Ah bah maintenant, c'est bien. Même pour le drone, maintenant, ça y est, ils sont en train de lever toutes les barrières. Il y a eu un moment, à l'arrivée du drone, où il y avait pas mal de facilités pour voler. Ça, c'est très restreint. Ah bah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des bêtises. Et puis ça s'est très démocratisé, comme tu disais. Il y a eu des accidents graves en drone dont on n'a pas parlé, qui ont quand même fait réfléchir les autorités, je pense. Ouais. Il y a quand même un type qui est mort en Suisse avec son propre drone. Il s'est fait trancher la gorge par son drone. C'est un engin dangereux, les gens ne se rendent pas compte. Ça se vend à bas prix parfois. Après, les tout petits drones ne sont pas très dangereux. Mais moi, j'ai un drone qui fait 2 kg. Tu prends 2 kg sur la tête. C'est costaud, là. Ouais. Pas bon. Alors, du coup, qui fait appel à tes services et pourquoi? Est-ce que tu travailles essentiellement en France ou est-ce que tu as des projets à l'étranger? Et quel type de projet? C'est difficile de répondre. Mon plus gros client, ce sont les éditeurs du bloc marine, c'est le Figaro qui est derrière. Et c'est des gens qui m'envoient un peu partout. Donc j'ai fait à peu près, pas tous les pays d'Europe, mais en tout cas tous les pays d'Europe occidentale, en prise de vue aérienne. Ils m'ont envoyé dans les Caraïbes, j'ai fait tout l'arc caribéen, donc d'un bout à l'autre, ça fait quand même 3000 nautiques. 3000 milles nautiques, exactement. Ça fait un sacré truc, c'est beaucoup. Gros reportage. Après, ma clientèle, elle est surtout ici régionale quand même. Et quand tu pars sur des gros reportages comme ça, ça fait combien de temps? Pour plusieurs semaines? Pour eux, les Caraïbes, ça a été une vingtaine de jours. La préparation est plus longue que le travail lui-même. Parce que après, je loue un avion avec un pilote dans ces cas-là. Oui. Donc c'est la préparation du vol qui, là, sur les Caraïbes, c'est 2 mois de préparation non-stop, tous les jours dessus pour caler tous les points photographiés, pour tracer les routes, pour chercher et puis s'accorder avec la météo aussi. S'accorder ensuite avec la météo, s'accorder avec les autorités parce qu'il y a des tas d'autorisations de survol à demander et autres. Il faut se renseigner sur tout ce qui est interdit aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses interdites. Faut pas faire. Tu es déjà revenu avec les images que tu attendais, et puis finalement la météo, les conditions étaient mauvaises, donc tu es revenu sans ce que tu voulais? Non. Honnêtement, non. Toujours eu ce que tu souhaitais? Je dis que pas avoir de chance dans ce métier, c'est une faute professionnelle. Donc, il y a le facteur chance. On prépare au maximum, on essaye. Là, l'an dernier, j'ai fait un reportage sur toute la péninsule ibérique, pardon. Et bon, c'est pas mal d'heures de vol aussi. Et je suis parti pour 6 jours. J'avais calculé large, 6 jours. On est resté le double. Ah ouais. On a eu une météo abominable alors que ce n'était pas prévu. On a eu des vents à 50 nœuds sur la pointe, je ne sais plus comment ça s'appelle, la pointe de l'Espagne.
Quand on passe le Pays Basque et qu'on continue, là, avant de redescendre vers le Portugal, il y a des conditions météo incroyables. Bah, c'est quoi on a des stratus, on a tout ça qui nous empêche de voler. Ouais, j'imagine que le vent, c'est la grosse problématique. Mais tu as des périodes de l'année où tu travailles plus, peut-être? Oui, oui, absolument. La plus mauvaise période, c'est maintenant. Ah. Ouais. Curieusement, c'est plus, comment dirais-je, c'est d'abord parce que les journées sont très courtes, donc ça complique les choses, surtout sur des gros reportages. Tu seras plus sur le printemps ou fin d'été, voilà, c'est ça? Printemps, fin d'été, c'est les périodes les plus propices. Ouais, tout à fait. On en discutait tout à l'heure, donc tu as passé beaucoup de temps dans les airs, beaucoup d'années, plus de 30 ans, c'est ça? J'ai commencé en 81. Ouais. Beaucoup plus de 30 ans. Ça ne rajeunit pas. Excuse-moi. Est-ce que tu as vu des changements géographiques vus du ciel? Alors ici, oui, ici en fait j'ai commencé en 95. Voilà, j'ai passé mon brevet de pilote entre 95 ULM en 95, et entre 95 et maintenant. Oui, on va dire 30 ans. Quoi. Le plus impressionnant, c'est l'extension des villes, des périphéries urbaines qui s'agrandissent. Non, ça tu le vois, quoi. Il y a beaucoup plus de maisons. Oui, et puis je le vois aussi avec mes clients parce que j'ai eu beaucoup de promoteurs immobiliers comme clients. Et bon, c'est normal, c'est leur boulot, ils sont à l'affût de ce qu'ils appellent les dents creuses, tu vois. Et la dent creuse, c'est bien souvent, c'est le joli petit bois au milieu de la ville qui est sympa. Ben celui-là, tu vas me le photographier parce qu'un de ces jours, on va tout couper et on va construire à la place. C'est dur à entendre, mais après, les gens ont le droit de se loger. Donc, après, c'est une autre discussion. Donc toi, ce que tu as remarqué, c'est vraiment l'extension des villes. Les villes se rejoignent, mais Argelès, c'est impressionnant quand même. Argelès, il reste des poumons verts à Argelès, heureusement, mais c'est impressionnant de voir comment la ville s'étend. Et tu as photographié depuis 95 jusqu'à maintenant, et tu pourrais peut-être même envisager de faire un petit avant-après, ça peut être intéressant de voir, pourquoi pas, parce que les gens, on ne le voit pas, nous on le voit de la terre, on voit qu'il y a de la sécheresse, ça on le voit. Du vue du ciel, tu dois avoir aussi des changements de couleur. Ça, vue du ciel, ça fait drôle, c'est pas joli. Hein. Des points d'eau qui ont disparu, non? Oui, tout à fait. Les rivières, ça a dû changer aussi peut-être? Les rivières maintenant, c'est... c'est fou ça. Et il y a aussi les conditions de vol qui ont changé. Oui. L'aérologie est complètement différente. On a des brusques mouvements d'atmosphère que je ne connaissais pas avant. Et j'avoue que maintenant, si je devais voler en paramoteur à l'heure actuelle, je pense que je me ferais peur. Je pense que je me ferais peur parce qu'on le voit ici, là devant la maison. Hein. En 5 minutes, on a un vent d'Espagne de fou qui se lève. On n'arrive même pas à tenir debout tellement c'est fort. C'est imprévisible. Quand tu es en l'air, je trouve que les conditions deviennent de plus en plus imprévisibles. Là maintenant, tu as peur? Non, pas du tout. J'aurais peur de voler tout seul. Oui. Tout seul. Ouais. Après, quand je vole, c'est avec des gens expérimentés. Je suis totalement en confiance et puis bon. Alors, on va pouvoir si on a peur, on ne fait pas ce boulot. C'est clair. J'ai bien, mais est-ce que tu as eu t'as une anecdote à nous partager et est-ce que tu as eu des problèmes, on va dire, sérieux en vol? Le pire de tous, je me souviens, j'en ai eu. Le pire de tous, c'était dans les Caraïbes. C'est dans le... Comment ça s'appelle? Quand on arrive tout en haut dans les îles Vierges britanniques, on part un matin à 6 h du matin avec un bel avion tout neuf. C'était un Cessna 172 tout en cuir, super équipé, un avion magnifique qui arrivait de Floride. Il sortait d'usine. Il sentait le neuf, il était magnifique. On décolle, on part sur une île qui s'appelle Anegada, qui est tout au large là-bas, donc on fait un bon survol maritime. On arrive sur l'île et il y a une petite anse que je devais photographier qui sert de mouillage, donc, qui est très connue des plaisanciers, et qui s'appelle la baie de l'Homme Mort, Dead Man's Bay, exactement. On arrive sur Dead Man's Bay, je dis au pilote, tu coupes les gaz, on descend à 1000 pieds, 500 pieds, donc on est très près de la mer. Et au moment où je fais mes photos, au moment où il remet les gaz, le moteur fait boum. Et il n'y a personne, hein. C'est une île quasiment déserte. Je dis, ça y est, on est dans l'eau. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. On appelle ça un vapor lock en général. C'est un phénomène qui arrive. Mais le moteur ne s'est pas arrêté. Il a fait semblant, et puis tout d'un coup, pouf, on est reparti. Mais là, j'ai dit, ça y est, on est dans la flotte avec les requins. C'est fini, quoi. C'est fini de chez fini. Ça t'a pas stoppé. Et on volait avec je volais avec le canot de sauvetage sur les genoux. Ah oui. Ouais, il m'avait dit, c'est la condition, c'est le canot de sauvetage sur les genoux. Il ne faut pas l'avoir derrière parce que le temps de l'attraper, on vole tellement bas qu'on est dans l'eau tout de suite. Donc le temps de l'attraper, c'est fini. Voilà. Et ça t'a pas refroidi? Non, ça fait partie des trucs.
Non, mais c'est comme en moto, quand tu te casses la figure, je ne sais pas si tu fais de la moto, si tu te casses la figure en moto ou à cheval, si tu ne remontes pas tout de suite, c'est fini. Quoi. Là, c'est pareil. En paramoteur aussi, j'ai arrêté sur une grosse frayeur quand même, parce que mon gamin est là et que je suis rentré à la maison en me disant non, il faut arrêter, il ne faut plus. Voilà, tu n'es plus capable. C'est la famille maintenant qui te... Voilà, moi, j'ai vu la machine partir, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai vu le paramoteur, le pire qui puisse arriver, c'est l'autorotation, c'est la voile qui se ferme d'un côté et qui se met à tourner. Bon, ben là, quand tu as fait 3 tours, c'est fini, tu es mort. Tu ne peux plus rien faire, tu tombes à toute vitesse. Bon, ça m'est arrivé dans le couloir du Pertus. La voile a fermé, puis elle a rouvert instantanément, mais j'ai senti qu'elle partait. C'était la 3e fois que ça m'arrivait, ce genre de blague. Mais là, j'ai eu vraiment la trouille. Ouais. J'ai fait demi-tour, je suis rentré à la maison, je me suis posé. Ça a été fini. J'ai dit, je ne vole plus tout seul, je ne vole plus avec cette machine, c'est tout. Tu avais déjà amené tes enfants ou non, c'est le monoplace. C'est monoplace. Donc, eux, ils aiment ton activité Mon fils veut être pilote de ligne. Ah, c'est curieux. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre. Hein. Il a fait son brevet d'initiation aéronautique et là, il commence le PPL, le brevet de pilote privé, pour ensuite essayer de... Bon, je pense qu'il va rentrer à l'armée. C'est la famille, alors. Chacun voit comme il veut. Non, mais il y aura la continuité peut-être du travail. Ma foi, en tout cas, il veut bosser dans l'aérien, ça c'est sûr. Pas dans la photo, mais dans l'aérien, oui, il y a des chances. Voilà. Quand on repart sur les drones, toi, tu en penses quoi des drones? Est-ce que déjà tu en as un? Et est-ce que tu l'utilises beaucoup si tu en as un? Mais c'est quoi ton ressenti par rapport à ton activité? C'est quoi la différence entre la prise de vue aérienne, on va dire, pure, comme ce que tu fais, et puis la prise de vue avec un drone? Pour moi, c'est 2 mondes totalement différents, mais complémentaires. Moi, je ne dénigre pas l'un ou l'autre. Moi, le drone me sert. Bon, déjà, tu n'as pas le même drone que tout le monde. Tu disais que c'est un drone de 2 kilos. Oui, mais j'ai un drone qui est un modèle un peu ancien déjà, on va dire. C'est comme les ordinateurs. Ouais. Les drones, ça évolue tellement vite que c'est difficile de suivre. Ouais. Moi, je ne vois pas l'intérêt de suivre parce que j'ai un drone qui est lourd, donc qui est très stable en l'air et qui a une qualité d'image qui est absolument excellente. Donc, bon, je n'ai pas de raison de changer pour l'instant, on va dire. Ce serait quoi la différence entre la prise de vue comme toi tu fais donc avec un paramoteur ou avec un pilote et le drone? Ça va être la hauteur? Il y a une différence de couche déjà. Il y a une différence de couche. Hein. Avec le drone, c'est extraordinaire. On peut faire des photos à 2 mètres. Moi, j'ai fait des photos de villas à 2 mètres d'altitude. fait des trucs super. Ça évite un objectif à décentrement et tout le machin. Tu montes, tu fais des vues architecturales impeccables. C'est un excellent. C'est complémentaire pour toi? C'est totalement complémentaire. Après, c'est au niveau administratif. Pour l'instant, ça a l'air de se libéraliser. J'ai envie de dire malheureusement, parce que ça va être encore le tout et n'importe quoi avec les réglementations européennes qui arrivent. Là. Mais administrativement, c'est un casse-tête phénoménal, le drone. Je parlais d'Arcachon, on est sur 2 communes. Il y avait une des 2 communes, pas Arcachon, mais la Thèse de Bûche à côté, qui au dernier moment me dit « mais il faut payer une taxe d'occupation du domaine public, sinon vous ne pouvez pas voler. » C'est bon. Ouais. C'est bon, j'ai des papiers, j'en peux plus, en veux-tu, en voilà. J'ai prévenu toutes les préfectures, les gendarmeries, tout le monde est au courant. Et puis au dernier moment, on me dit qu'il faut encore payer une taxe. Je pense qu'on ne se rend pas compte, mais il y a une grosse partie de ton travail qui a l'air d'être aussi administrative. Malheureusement. Il y a de la retouche photo aussi, mais il y a toute la partie administrative qui doit prendre un temps fou et finalement peut-être plus de temps à passer à faire des papiers. Non, plus de temps, il ne faut pas exagérer, mais sur des gros reportages, ça prend beaucoup de temps, oui, effectivement. Déjà, l'étude des cartes aéronautiques, ce n'est pas du tout évident, parce qu'il y a quand tu regardes ne serait-ce que la région marseillaise, si on regarde une carte aéronautique de la région marseillaise, les endroits où on a le droit de circuler à tout moment, il y en a très très peu. Donc il faut calculer, il y a des zones militaires qui sont actives, pas actives, à certaines heures, il y a des altitudes à respecter, certaines qui ne sont pas compatibles avec la photo aérienne. Quand tu passes sur Marseille, c'est 6500 pieds, si je ne me trompe pas. C'est énorme, tu ne peux pas faire de photos à 6500 pieds. Et ça, tu le travailles tout seul? Donc, tout ça, c'est des choses à... Oui, voilà, tu sors ta faut carte. L'étudier, oui. J'ai heureusement les connaissances de base en aéronautique pour savoir lire une carte et comprendre comment il faut faire pour essayer de jongler entre toutes les réglementations, entre les militaires et les réglementations préfectorales, les zones réglementées temporaires qui sont plus temporaires, qui sont tout le temps suite aux différents attentats, aux trucs après le 11 septembre. Voilà, tiens, une anecdote. Ça a tout changé? Ouais. Ça a été incroyable. Après le 11 septembre, j'ai un ami qui m'appelle, qui me dit
j'ai une connaissance qui travaille aux renseignements généraux, c'est un capitaine, et il m'a parlé de toi, il m'a posé des questions sur toi, il est très gentil, il va te téléphoner, mais il a des questions à te poser sur ton activité et tout ça. Donc le gars m'appelle, vient me voir, j'habitais pas ici, vient me voir à la maison, et m'explique, me dit voilà, on est inquiet suite à ce qui s'est passé le 11 septembre, et on ne voudrait pas que ça arrive en France, donc on contrôle un peu les gens qui sont dans le domaine aérien. Est-ce que si je vous confie, je ne sais pas moi, un petit paquet de 5-6 kilos de poudre blanche, par exemple, est-ce que vous pouvez aller sur Perpignan et le balancer sur la ville de l'anthrax? Je dis oui, si vous payez bien, il n'y a pas de problème. Je dis mais enfin, j'ai pas trop envie, quoi. Je dis parce que sinon, moi, si vous parlez de faire un attentat, moi, il y aura un mort, ça sera moi si je m'écrase sur un immeuble et commencer comme ça. Mais le gars était très sérieux, et c'est vrai qu'il y a un risque à ce niveau-là, et c'est pareil avec les drones maintenant. Il y a un risque de gens qui vont utiliser ça, voilà. Mais jusqu'au 11 septembre, c'était cool. Ça coulait, quoi. C'était cool. Et comme tu déposes un manuel d'activité particulière, tu es en tête de liste. Il y en a peu de gens qui déposent des manuels comme ça de travail aérien et tout, qui sont donc officialisés. Et quand il y a quelqu'un qui, à l'époque, ça s'est calmé un peu maintenant, mais il y a eu un temps où chaque fois que quelqu'un faisait une connerie dans l'Aude ou les PO, on me téléphonait en me disant d'abord c'était pas moi. Genre un type qui avait croisé un mirage dans une zone militaire au-dessus des Corbières. Est-ce que c'était pas vous ce jour-là? Je dis, attends, malheureux, moi jamais je rentre dans une zone militaire avec une machine qui vole à 50 km/h et des mirages qui volent à 2000. C'est pas possible. faut être. C'est un métier, voilà. Complexe. Hein. Ouais, faut pas exagérer non plus. C'est pas. Au niveau de la photo, tu utilises quoi comme matériel photo? Est-ce que tu as des objectifs, des focales spécifiques? Tu as un boîtier spécifique? J'ai du extrêmement classique. Comparé avec de la photo terrestre? C'est quasiment la même chose. Quasiment la même chose. J'ai du Canon 5D RS SR, qui commence à dater aussi, mais qui est une très bonne machine, 50 mégapixels, ça fait des bonnes photos. En photo aérienne, la définition, c'est intéressant quand même. Plus tu en as, mieux ça vaut. Et j'utilise du 1740, 2405, 70 208, voilà, tout le traditionnel. Photoreporter presque. Voilà, pratiquement. Et tu fais de la photo terrestre aussi, pour le plaisir, toi? De moins en moins. J'ai fait de l'architecture pas mal, ouais, j'avais les optiques à décentrement, j'ai fait de l'architecture pas mal. Bon, maintenant, il n'y a plus de demande quasiment de ce côté-là. Et pour ton plaisir personnel? Non. Tu te balades, tu fais des photos? Non, pas très. Ça me rappelle le bureau. Non, je rigole, mais ma femme fait des meilleures photos que moi. Les photos du gamin, c'est elle qui les fait. De toute façon, j'ai toujours été nul pour tout ce qui est portrait, mariage. J'ai fait des mariages comme tout le monde, mais j'aime pas ça et ça se voit dans les images. Oui, voilà, c'est... c'est un autre métier. Oui, complètement. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tes missions? Tu nous as parlé de la réserve de Bagnols-sur-Mer, le parc marin. Après, ils vont fêter un cinquantenaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Ils te demandent quel type de photos et pourquoi? Non, c'est surtout le parc marin. Pour le parc marin, j'ai fait pas mal. Ils m'ont acheté pas mal d'images d'archives qui leur servent après pour toute leur communication et tout ça. Donc ça a été un point de départ avec eux. Et puis ensuite, ils m'ont demandé à plusieurs reprises de faire des suivis. En fait, ça, c'est plus technique, c'est-à-dire suivre le trait de côte et voir un peu l'évolution. Et là, on a un projet d'ailleurs de faire la même chose, mais avec un procédé que j'ai envie d'appeler nouveau, mais qui n'est pas nouveau du tout. C'est ce qu'on appelle l'orthophoto, c'est-à-dire de la photo verticale. J'ai équipé un avion avec une caméra dans le fond de l'avion, télécommandée depuis le poste de pilotage. Donc je peux programmer mon vol à la maison sur l'ordinateur. Et on va suivre tout le trait de côte du parc marin d'un bout à l'autre, c'est-à-dire de la Franquille, en gros, jusqu'à la frontière espagnole. Et ensuite, on fera un assemblage de ces images, une mosaïque, avec un assemblage pour avoir tout ça, et ensuite refaire un état des lieux plus tard. Alors l'assemblage, c'est toi qui le fais? Oui, tout à fait. Oui. C'est un sacré boulot, là. Oui, c'est un gros boulot. Il y a 75 km, ça fait un paquet d'images. Et ça te prend combien de temps? En temps de vol, pas grand-chose. En temps de préparation, rien que pour tracer les axes de vol, il y en a pour un bon moment. Et l'assemblage derrière? L'assemblage derrière, c'est des dizaines d'heures d'ordinateur. Ouais. En plusieurs morceaux, on ne peut pas le faire d'un seul coup parce que c'est des fichiers qui vont peser. Là, j'ai fait le 4 comme ça il n'y a pas longtemps. Il n'y a que 24 images pour couvrir le 4, qui est une grande commune quand même. Et donc il y a trois passages de 3 axes parallèles avec 8 images à chaque fois, des recouvrements. Donc on a 124 images et le fichier pèse plus de 500 mégas. Ah, c'est énorme. Le fichier tout seul.
oui, là, ça va être aussi un truc, au niveau technique, quelque chose d'assez énorme. Mais... Tu t'es formé petit à petit? Tu as une formation spécifique? J'ai une formation, oui. J'ai fait cette fameuse maîtrise en sciences. Là, où on nous apprend beaucoup de choses qui ne nous servent à rien. Puis après, tu t'es tenu à jour comme beaucoup dans l'enseignement. Avec les nouveaux oui, j'ai essayé, genre des beaux logiciels maintenant qui bossent bien aussi. Ah, c'est sûr, oui. Ne serait-ce que pour ce genre de choses. Là, je ne cite pas les noms, mais on a des logiciels qui font un travail formidable d'assemblage et tout, qui nous aident. Moi, je travaille plus sur Photoshop que sur Lightroom. Ouais, j'aime pas beaucoup Lightroom, je ne sais pas pourquoi. Je suis resté... J'arrive à tout faire sur Photoshop. Si ça fait le rendu demandé, c'est le principal après. Okay. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, tu aurais des sites internet ou un site internet à nous partager pour qu'on puisse voir ton travail, tes photos? Alors, mes photos, elles sont sur photo-edelin.com. D'accord. De toute manière, on mettra le lien. C'est une chose. Après, j'ai un LinkedIn, j'ai un Facebook, j'ai un Instagram, mais il n'y a rien dessus. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra les liens en dessous. Merci de nous avoir écoutés. Terra Cultura est à la fois un média et une fondation dédiée à la promotion de la culture et de l'environnement. Nous avons besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches. Restez à l'écoute pour de nouvelles rencontres et des découvertes inspirantes. À très bientôt sur notre chaîne.